Alors une fois que la phase d'action est terminée, on va pouvoir passer à la phase 2, qui est la phase des tribus. Lors de cette phase, les joueurs vont regarder sur les tuiles de terrain qu'ils ont devant leur chevalier, et ils vont regarder en bas à droite, voir s'il y a un symbole de dessiné. Ils vont recevoir ces ressources de la banque. Donc là, par exemple, j'ai ces deux tuiles devant moi. Et bien là, il y a dessiné en bas à droite un cube d'or. Je vais donc recevoir un cube de la banque que je vais pouvoir placer derrière mon paravent. Et après avoir reçu ces différents tribus, eh bien je vais pouvoir retourner, je vais même devoir retourner sur leur autre face tous les terrains que j'ai devant moi. Alors la plupart du temps, cette phase de tribu permet de recevoir de l'or, et nous l'avons vu déjà un petit peu, l'or est intéressant pour réaliser certaines actions. Alors, lorsque tout le monde a reçu ses tribus et retourné ses terrains, on passe à la phase 3, qui est la phase de politique. Alors, la phase de politique va permettre de recevoir certains avantages grâce aux sphères d'influence et en fonction des majorités qui se trouvent sur ces différentes sphères. Alors, il y a 4 sphères d'influence, de la 2 à la 5, qui vont chacune donner un bonus qui est dessiné sur le plateau de jeu en fonction des majorités de chevaliers qui s'y trouvent. Donc on commence par la 2, il n'y a que des jaunes, donc il n'y a que le joueur jaune qui gagnera ce bonus. Ensuite on passera à la 3. La 3, il y a 2 personnages, donc il y a une égalité, mais en cas d'égalité, c'est le chevalier placé le plus à gauche qui va recevoir le bonus. Ensuite, on va regarder si jamais il y a une majorité, par exemple comme ceci, 2 contre 1, et bien à ce moment-là, c'est le joueur rouge qui remportera le bonus. Alors on commence cette phase politique par la cour. À la cour, le joueur qui va remporter le bonus va tout simplement prendre le pion de premier joueur et le placer devant lui. À partir de là, eh bien, ce sera lui qui commencera les différentes actions. En plus de ça, il y a un symbole de cube rouge, donc il va gagner immédiatement une influence qu'il va pouvoir placer derrière son paravent. Et il y a un endroit où il y a marqué 2 dans un sceau. Les sceaux vont toujours correspondre aux points de prestige, les points de victoire d'un joueur. Donc là, il va recevoir immédiatement 2 points de victoire, et il fera progresser son marqueur de points de victoire de 2 cases sur le pourtour du plateau de jeu. Ensuite, on va s'occuper du marché. Au marché, le joueur qui gagne va récupérer un or de la banque et il va gagner immédiatement un point de victoire. Puis, il y a la sphère d'influence de la guerre. Le joueur qui a la majorité va gagner un jeton spécial qui va être le pion des soldats royaux. Alors, ce pion va être considéré exactement comme un soldat comme les autres, en fait, et il va pouvoir être placé par ce joueur sur son plateau de jeu individuel, devant un chevalier de son choix. Donc là, par exemple, je pourrais le rajouter ici pour que ça me fasse 3 soldats au total, ou bien ici pour que ça en fasse 2, ou bien là, parce que j'ai un chevalier tout seul, et que j'ai un petit peu peur de le laisser tout seul, je peux lui mettre ce soldat royal. Et en plus de ce soldat royal temporaire, je marque aussi un point de victoire. Ensuite, on passe au dernier, la curie, en fait, sur lequel le joueur qui est en tête va rapporter un autre jeton spécial, qui est le jeton d'archevêque. Alors l'archevêque va pouvoir être lui aussi placé devant un de ses chevaliers, et le chevalier chez qui ce pion se trouve en visite ne pourra pas être attaqué lors des guerres, et ne pourra pas être non plus attaqué pour devenir vassal de quelqu'un. Donc c'est aussi un pion de protection pour quelqu'un qui peut le placer immédiatement devant un de ses chevaliers. Mais lorsqu'on le gagne, on peut aussi décider de le placer devant le chevalier d'un autre joueur. Nous verrons tout à l'heure quel intérêt il peut y avoir à ça. Et en plus de ça, le joueur va aussi marquer 2 points de victoire. Alors, une fois cette phase politique effectuée, avec les bonus accordés à chaque joueur ayant la majorité, nous allons passer aux sphères d'influence, la 4e phase. Alors les sphères d'influence, on va tout simplement résoudre les actions permises par les chevaliers qui se trouvent en face des 6 domaines d'influence qu'il y a sur le plateau de jeu. Alors, on commence par la zone 1, qui est la zone du couvent. Alors, c'est un chevalier qui va emmener, en fait, une de vos damoiselles pour qu'elle prenne le voile au couvent. Alors, à quoi ça sert comme action? Ça va permettre de se défausser des damoiselles de notre lignage qui se trouvent sur cet emplacement-là.
Donc par chevalier qui se trouve ici, vous aurez le droit de prendre un de vos cubes de demoiselle et de le remettre dans la réserve générale. En plus de cette demoiselle gratuite, vous pourrez décider d'en défausser d'autres, à condition par contre de pouvoir payer 2 privilèges, c'est-à-dire 2 tuiles que vous avez déjà placées ici. Alors c'est quand même assez cher. Alors il est à noter que cette action n'est pas souvent réalisée en début de partie, mais en fin de partie, ça commence à être une action intéressante, car effectivement, les damoiselles qui vous resteront vont vous faire perdre des points en fin de partie. Alors, il est à noter qu'il n'y a pas de limite au nombre de chevaliers qui peuvent être placés sur cet emplacement au moment où on place les chevaliers. Ensuite, on passe au deuxième emplacement, qui est celui de la cour du roi. Alors il est à noter bien sûr que pour toutes les zones d'influence, les chevaliers vont réaliser l'action tous les uns à la suite des autres, ils vont tous pouvoir faire l'action, et cette fois-ci il n'y a plus d'histoire de majorité qui n'est valable que pour la phase politique. Alors un chevalier qui se trouve à la cour du roi va avoir le choix entre 2 options. La première est de récupérer 2 cubes d'influence de la réserve pour pouvoir les mettre derrière son paravent. Et la deuxième façon va être d'essayer de transformer un chevalier adverse en vassal. Alors attention, parce qu'il y a certaines conditions pour pouvoir tenter de faire un vassal d'un autre chevalier. Déjà, on va compter le nombre de personnages, de soldats qui se trouvent sur la ligne du chevalier en question. Donc si par exemple j'ai envoyé mon chevalier B, eh bien je ne pourrai utiliser que les soldats qui se trouvent dans la zone du chevalier B. Donc là, par exemple, j'ai un soldat du roi et 2 autres soldats. Ça me fait 3 soldats au total. Je ne pourrai essayer de faire un vassal qu'avec un chevalier qui possède au total de ses pions, de ses châteaux et de ses champs qu'un nombre inférieur à mon nombre de soldats. Donc là, par exemple, ce joueur a un soldat et un champ. Enfin, ce chevalier n'a que 2 éléments, donc j'ai 3 chevaliers, je peux donc tenter de le transformer en vassal. Par contre, celui-ci a 1, 2, 3, 4 éléments, eh bien c'est trop, je ne pourrai pas tenter de transformer celui-ci en vassal. Alors attention, nous avons vu qu'il existe un pion archevêque, celui-ci protège contre ce genre d'attaque. Donc là, je ne pourrai pas attaquer ce chevalier pour en faire un vassal si l'évêque se trouve chez lui. Autre restriction, si je suis déjà le vassal d'une famille, donc là par exemple je suis vassal déjà d'une famille jaune, eh bien je ne pourrai pas devenir le seigneur d'un chevalier jaune. Trop tard, c'est déjà moi qui suis à leurs ordres. Je ne peux donc pas tenter de les rendre vassaux à mon tour. Enfin, dernière restriction, si la cible est déjà un vassal, eh bien je ne peux pas non plus tenter d'en faire aussi mon vassal, on ne peut être le vassal que d'une seule famille. Alors, lorsque j'ai choisi ma cible, et que c'est une cible valide, le joueur qui ne veut pas se faire transformer en vassal a le droit de faire une offre pour éviter de devenir mon vassal. À ce moment-là, il va devoir me proposer une offre en or et en points d'influence, ou en points d'influence. Donc il peut me proposer de l'influence, de l'or, ou un mix des deux en nombre de cubes. Donc par exemple, il me propose ça. Je peux décider à ce moment-là de lui dire « Ok, tu me donnes un tribut pour ne pas devenir mon vassal, je suis d'accord, et je vais récupérer la moitié de cette offre, arrondie au supérieur, et le reste sera défaussé. » Et c'est tout ce qui va se passer. Il aura réussi à résister à mon attaque, et il ne deviendra pas mon vassal. À ce moment-là, pour récompenser sa résistance à mon attaque, eh bien il va gagner immédiatement 2 points de victoire sur le pourtour du plateau de jeu. Deuxième possibilité, refuser cette offre et faire une offre supérieure à celui qui doit devenir mon vassal. À ce moment-là, je donne aussi que de l'or et de l'influence, je dois évidemment donner plus de cubes que mon adversaire, et je suis par contre obligé de donner au moins autant d'or que ce qu'il me propose. Donc par exemple, je ne pourrais pas lui faire une offre ici, pour contrer ceci, avec 3 influences, 4 influences et 1 or, par exemple, ça ne marcherait pas. Je suis obligé de mettre au moins 2 ors dans mon offre, donc là, par exemple, 3 ors et 2 influences, ça marche. À ce moment-là, le défenseur garde son offre, il va de plus prendre la moitié de mon offre arrondie au supérieur, donc là, par exemple, il pourrait décider de récupérer les 3 ors, en fait, c'est en nombre de cubes, toujours.
Et par contre, son chevalier devient mon vassal, et je vais donc pouvoir lui placer un petit marqueur de ma famille sur sa tuile de chevalier pour se rappeler que pendant toute la durée de la partie, celui-ci va rester à présent mon vassal. Dernière possibilité, je peux aussi refuser son offre pour ne pas devenir mon vassal en lui donnant un fief. Alors il faut que mon chevalier qui tente de le faire devenir en vassal ait un terrain, et il faut que la cible puisse recevoir ce terrain. Donc là, par exemple, je pourrais lui donner ce terrain pour dire, eh bien tu deviens quand même mon vassal, à ce moment-là, tu gardes ton offre, et par contre, tu prends le marqueur de vassalité. Alors, lorsque je réussis à obtenir un vassal, je vais déjà marquer 2 points de victoire, et en plus de ces 2 points de victoire, je vais recevoir 4 points de victoire supplémentaires par terrain que possédait ce vassal avant qu'il ne devienne mon vassal. Donc là, c'est-à-dire que par exemple, il avait un terrain, je lui en ai donné un pour refuser son offre. Il n'en avait qu'un seul en fait au départ, je marque donc 6 points au total, 2 points parce qu'il est devenu mon vassal, plus 4 puisqu'il avait déjà un terrain avant de devenir mon vassal. En plus de ça, comme là je lui ai donné un terrain, ce joueur-là va quand même gagner 4 points de victoire supplémentaires pour le terrain que je viens de lui donner. Effectivement, sur chacun des terrains, il y a un petit 4 dans un seau de dessiné en haut à droite. Eh bien, ce seront toujours les points de victoire accordés par ce terrain à ce joueur. Mais revenons à notre tour de jeu. Donc, une fois que le premier chevalier a soit récupéré ses 2 influences, soit tenté de transformer quelqu'un en vassal, on passe au 2e chevalier, puis au 3e, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les chevaliers à la cour aient réalisé leur action. Ensuite, on va passer à la phase suivante, la phase 3, enfin l'emplacement numéro 3, qui correspond au marché. Au marché, les chevaliers qui s'y trouvent vont avoir le choix entre 2 actions, soit construire un château, soit réaliser des échanges de ressources. Alors, pour échanger des ressources, eh bien, le taux est marqué à l'intérieur du petit paravent de chaque joueur pour que ça soit plus simple. Donc, le taux est ici, en sachant que chaque chevalier permet d'échanger jusqu'à 4 cubes. Donc, par exemple, je pourrais décider d'utiliser un cube pour échanger contre un tissu, un 2e cube pour réutiliser contre un tissu, et 2 cubes à la fois pour pouvoir obtenir, par exemple, un métal. Donc j'ai bien échangé 4 cubes au maximum lors de mon tour. Alors attention, je ne peux pas utiliser de ressources que je viens d'obtenir lors de cette phase d'échange. Donc par exemple, je n'aurai pas le droit d'échanger un cube vert contre un cube bleu, et ensuite utiliser ce cube bleu que je viens juste d'échanger pour obtenir, en les défaussant, 2 cubes noirs. Deuxième option possible, au lieu d'échanger des marchandises, un chevalier qui se trouve au marché peut décider de tenter la construction d'un château. Alors pourquoi est-ce que je dis tenter? Parce que dès qu'un joueur va choisir cette option, il va y avoir des enchères pour savoir qui aura le droit de réellement construire ce château entre tous les joueurs, même ceux qui ne sont pas placés au marché. Alors le coût de construction de base d'un château est toujours d'une nourriture, un tissu et un métal. Le joueur donc qui a placé son chevalier sur le marché et qui a décidé de tenter la construction d'un château va être obligé de proposer ça au minimum, auquel il peut ajouter le nombre de cubes de la couleur qu'il souhaite, en plus de ce prix de base. Ça constitue donc son enchère, et à tour de rôle, ensuite, dans le sens des aiguilles montres, les autres joueurs vont pouvoir monter sur cette enchère s'ils désirent construire le château à la place du joueur actif. Alors on va faire un seul tour de table jusqu'à ce que ça revienne au joueur qui a lancé l'enchère. Celui-ci aura le droit de surenchérir sur le joueur qui a proposé le plus. Et s'il le fait, c'est lui qui aura le droit de construire le château. Si par contre il décide de ne pas surenchérir, il va garder son enchère et c'est le joueur qui a proposé le plus qui va construire le château à sa place. Alors attention cependant, si ce n'est pas le joueur actif qui a réussi à construire le château, eh bien en échange il a droit de faire la 2e action, c'est-à-dire échanger à la banque. Le joueur qui a gagné le château pourra ensuite le disposer devant un de ses chevaliers à condition que la case soit libre. S'il a déjà
trop de châteaux et qu'il n'a pas de place pour construire un château de plus, il ne peut pas participer à l'enchère. On ne peut participer que si on a un emplacement valide. Ensuite, on passe à l'emplacement 4, qui est celui de la guerre. Alors ici, les chevaliers qui s'y trouvent, toujours à commencer par le premier, vont chacun avoir le droit soit d'attaquer un terrain libre, c'est-à-dire ceux qui sont disponibles sur le plateau et qu'on a placé en début de partie, soit d'attaquer le terrain d'un autre chevalier. Alors, si un chevalier décide d'acquérir un des terrains libres qui se trouve ici, il va pouvoir soit acquérir le premier de cette première pile, ou le premier de cette seconde pile. À côté de l'emplacement, il y a un chiffre marqué qui est le niveau minimum que ce joueur devra atteindre avec sa force de frappe pour pouvoir acquérir ce terrain et le placer sur son plateau de jeu. Les terrains du haut demandent donc une force de 6 minimum et les terrains du bas une force de 8 minimum. Alors attention, certains terrains sont spéciaux, comme par exemple la mine. La mine a dessiné aussi en bas à gauche un chiffre qui correspond aussi à cette valeur. Eh bien, si c'est la mine que l'on essaye de conquérir, le chiffre ici va s'ajouter à la force de défense du terrain. Donc là, ça fera donc un total de 10 s'il est placé ici, et de 8 s'il est placé là. Alors, la force d'attaque d'un chevalier va être déterminée par le nombre de soldats qu'il possède. Donc là, par exemple, pour ce premier chevalier, chaque soldat va lui donner une valeur d'attaque de 3. Ainsi que le soldat spécial, le soldat royal, qui a aussi une valeur de 3. Donc par exemple, pour ce chevalier-là, il aurait une valeur de 9 en attaque, alors que ce chevalier-là n'a une valeur d'attaque que de 3. À cette valeur d'attaque de base, le joueur va pouvoir ajouter des cubes provenant de sa réserve, soit des cubes verts qui représentent de la nourriture et qui vont servir à payer des mercenaires, soit des cubes rouges d'influence qui vont permettre de faire intervenir des alliés. Donc chaque cube vert ou rouge, et seulement cela ajouté à la force de l'attaquant, rajoutera un point. Donc là, par exemple, si je veux utiliser 2 cubes en ajoutant ici, eh bien, j'aurai 11 points d'attaque au lieu des 9 prévus. Pour réussir à prendre un terrain, il faut dépasser la valeur totale de sa défense. Donc là, ce terrain-là a donc une valeur de défense de 10. Comme j'ai réussi à avoir 11 avec mon total de soldats plus de cubes, eh bien, je réussis à récupérer cette tuile que je peux immédiatement placer devant mon chevalier. Je peux alors placer cette tuile devant le chevalier, mais je peux aussi la déposer devant un autre de mes chevaliers. Ce n'est pas forcément le chevalier attaquant qui va bénéficier du terrain. Donc si par exemple j'ai déjà mon terrain mes 2 terrains d'occupés et que je gagne un nouveau terrain avec ce même chevalier, il pourra très bien donner ce terrain à un autre de mes chevaliers de la même famille. Sur chaque terrain, il y a un petit sigle comme ceci qui rapporte 4 points de victoire. Ça voudra dire que lorsque je réussis à le poser devant un de mes chevaliers, je gagne immédiatement 4 points de victoire sur le pourtour du plateau de jeu. Lorsque je récupère un terrain, je peux même, au lieu de le donner à un de mes chevaliers, le donner à un vassal. Si j'ai un vassal chez un autre joueur, j'ai le droit de lui donner ce terrain. Ça me fera gagner 4 points de victoire quand même, et 4 points de victoire aussi pour le vassal à qui je le donne. Deuxième possibilité, au lieu d'attaquer un terrain libre se trouvant ici, je peux tenter d'attaquer le terrain d'un autre chevalier appartenant à une autre famille. Mais attention, avant de réaliser cette attaque, il y a quand même quelques conditions. Pour pouvoir attaquer le terrain d'un autre joueur, je dois d'abord dépenser autant d'influence de ma réserve que ce joueur a de damoiselles dans son lignage. Donc là, par exemple, si je décide d'attaquer le joueur jaune a 2 demoiselles ici, eh bien je devrais dépenser 2 cubes rouges provenant de ma réserve pour avoir le droit de l'attaquer. Dernière restriction, je ne peux pas non plus attaquer quelqu'un qui est protégé par l'archevêque. Alors avant de commencer le combat, une fois que j'ai déterminé ma cible, je vais donc compter mes points d'attaquant. Donc je vous le rappelle, c'est exactement pareil que tout à l'heure, 3 points par soldat qui se trouve sur mon emplacement. Pour le défenseur, il va aussi compter 3 points par soldat, mais il va pouvoir ajouter ses fortifications s'il en a. Donc s'il a un château, il aura plus 6, et s'il possède une mine, il aura plus 2 à sa valeur de défense. Donc là, par exemple, 3
Plus 6, 9, plus 2, 11 points de défense. Ensuite, chacun des deux protagonistes va pouvoir ajouter à sa force de frappe et secrètement un nombre de cubes verts et ou de cubes rouges qu'il désire. Il va les placer face cachée dans sa main, secrètement, son adversaire va faire de même, et lorsque chacun aura choisi, on va faire la révélation en même temps, et ensuite on va recalculer avec ces modificateurs, je vous rappelle que ça donne plus 1 par cube vert ou rouge que l'on a utilisé, et celui qui a le plus grand total remporte la guerre. Alors attention, si l'un ou l'autre des chevaliers impliqués dans le combat est le vassal d'un autre joueur, ce joueur a le droit de participer au combat pour soutenir son vassal en défaussant des cubes aussi qui iront s'ajouter à la force d'attaque du joueur qu'il défend. Alors ensuite, quel que soit le résultat du combat, tous les cubes utilisés sont toujours défaussés. Si c'est l'attaquant qui a gagné, il peut récupérer le terrain qu'il visait pour le placer chez lui, chez un de ses autres chevaliers ou chez un de ses vassaux, je vous rappelle exactement pareil que de l'autre manière. Si jamais c'est le défenseur qui gagne, eh bien il ne se passera rien de plus. Alors attention, si jamais il y a une égalité en force entre les deux joueurs, eh bien ce sera toujours au bénéfice du défenseur. Alors évidemment, lorsqu'on gagne le combat et qu'on prend un terrain à un autre joueur, on va immédiatement marquer 4 points de victoire supplémentaires pour l'attaquant. Et le défenseur va lui perdre 4 points de victoire sur le pourtour du plateau. Évidemment, si le gagnant d'une attaque est un vassal, eh bien son seigneur va lui aussi obtenir les 4 points de victoire supplémentaires, et si c'est le défenseur qui a perdu, eh bien son seigneur va lui aussi perdre 4 points de victoire. Dernier choix possible, un chevalier qui gagne un terrain peut aussi décider, s'il le souhaite, de le défausser au lieu de le donner à un de ses chevaliers ou à un vassal. S'il n'a pas de place, par exemple, il pourra parfaitement le défausser. Par contre, il est interdit de le remplacer, en fait, et de défausser une autre tuile. On ne peut que défausser le terrain qui vient d'être attaqué. Alors, petite précision, si un joueur parvient à capturer le terrain d'un joueur qui a le plus de points de victoire, donc là par exemple c'est le joueur jaune qui est en train de gagner, et si un joueur arrive à lui piquer un terrain, eh bien il gagnera 2 points de victoire en plus. Alors attention, je vous rappelle que tous les chevaliers présents à la bataille vont avoir le droit de faire leur guerre les uns après les autres. Donc par exemple, le chevalier A pourrait réussir à prendre un terrain ici, qui intéresse finalement le chevalier B, et lorsque ça va être au joueur B, il aura parfaitement le droit d'attaquer le chevalier A pour lui piquer le terrain qu'il avait récupéré précédemment. Ou aussi il peut y avoir une guerre où l'un attaque le terrain de l'autre et l'autre attaque à nouveau le terrain une fois que le premier round a été effectué. Donc il peut y avoir des changements en fonction de l'endroit où se trouvent placés les chevaliers à cet endroit-là, et donc c'est important à prendre en compte. Ensuite, on passe à la résolution de l'emplacement 5, qui est celui de la curie. Alors attention, même s'il n'y a pas de joueur à cet endroit-là, de toute façon, à chaque tour, lorsqu'on arrivera à cette phase de résolution, tous les joueurs, et même ceux qui n'ont pas de personnage à cet endroit-là, vont devoir faire un don à l'église pour la construction de cathédrales. Alors, la cathédrale demande de l'or pour être construite. Alors à ce moment-là, lorsqu'on va passer à la résolution, chacun va donc proposer une mise en or dans sa main et on va faire une révélation simultanée. Le joueur qui a donné le plus de jetons or va avoir le droit de gagner immédiatement 6 points de victoire sur le pourtour du plateau de jeu, ce qui est quand même une très bonne affaire. Le joueur qui a gagné l'offre va donc défausser tous ses cubes dans la réserve, et tous les joueurs qui ont proposé moins que lui ont 2 choix possibles. Soit ils vont quand même payer l'or qu'ils ont promis, soit ils vont le récupérer sans conséquence. Alors s'ils décident de le donner quand même, ils vont calculer la différence entre leur offre et celui du meilleur joueur. Donc imaginons que le meilleur joueur ait dépensé 3 ors et que j'ai dépensé un seul or, ça fait donc 2 de différence. Je vais donc faire le calcul de points de victoire que je gagne comme ceci, 6 moins la différence que j'ai avec le meilleur joueur. Donc là en l'occurrence, moins 2. Je vais donc gagner 4 points de victoire seulement sur le pourtour du plateau de jeu. Alors attention, si tous les joueurs autour de la table donnent de l'or pour la construction de la cathédrale, celui qui aura donné le moins d'or, ou ceux qui ont donné le moins d'or, vont avoir un malus de 2 par rapport au nombre de points de victoire qu'ils gagnent. Donc par exemple, reprenons notre exemple, un premier joueur gagne avec 3 ors,
Le deuxième joueur a donné 2 ors en fait, donc il va gagner 1 point de moins, c'est-à-dire 5 points de victoire qu'il va compter sur le pourtour du plateau de jeu. Et imaginons que le troisième joueur n'ait donné que 1 or, et bien lui a donc une différence de 2 avec le premier. Il marque donc seulement 4 points, mais comme il est celui qui a proposé le moins, il aura encore moins 2, il va donc marquer seulement 2 points de victoire pour avoir donné son or. En revanche, si un joueur ou plus ont décidé de se retirer, c'est-à-dire de finalement ne pas donner d'or, eh bien ils seront considérés comme étant ceux qui ont fait la moins bonne offre. Ils ne reculent pas par contre de 2 sur le pourtour du plateau de jeu, mais en imaginant par exemple que le premier a donné 3, le deuxième a donné 2 et le dernier a donné 0, eh bien le deuxième n'a pas le malus. Il avancera donc de 5 sur le pourtour du plateau de jeu. Dernière chose, si tout le monde a fait la même offre, ce qui arrive souvent dans les premiers tours de jeu, par exemple tout le monde donne un or, et bien à ce moment-là, tout le monde gagne le maximum, c'est-à-dire 6 points de victoire, il n'y a pas de malus. Alors une fois qu'on a résolu cette construction de cathédrale ordonnante de l'or, eh bien on va s'occuper des chevaliers qui sont éventuellement placés ici. Chacun d'entre eux pourra soit recevoir un nouveau privilège du roi, qui pourra être placé sur leur lignage, comme ceci, soit ils pourront décider de transformer une de leurs damoiselles en abbesse. Pour faire cela, on va tout simplement prendre une demoiselle de son lignage, et au lieu de la défausser, on va pouvoir l'ajouter derrière son paravent comme étant une influence supplémentaire. Enfin, on s'occupe de l'action 6, qui est le départ aux croisades. Alors tous les chevaliers qui se trouvent ici vont gagner 1 point d'influence, qu'ils vont immédiatement pouvoir placer derrière leur paravent. Et en plus de ça, ce chevalier va être protégé contre les effets éventuels d'un hiver qui va arriver dans la phase suivante. Alors la phase 5 est la phase d'hiver, pendant laquelle on va lancer à nouveau le dé, et sur le dé, il y a certaines faces où il y a un symbole de flocon de neige, comme ceci. Si le dé tombe sur une de ces faces avec un flocon de neige, eh bien ça voudra dire que l'hiver est très rigoureux, et que tous les chevaliers qui n'ont rien devant eux risquent de mourir. Alors par exemple, si j'ai un chevalier qui n'a ni terrain, ni château, qui se trouve lors d'un hiver, eh bien celui-ci va immédiatement mourir. Cependant, si le chevalier se trouve aux croisades, c'est-à-dire sur cet emplacement-là, eh bien il ne mourra pas. Alors, en plus de lancer le dé pour déterminer si l'hiver est rigoureux ou non, lors de cette phase, on va aussi recevoir éventuellement des privilèges du roi. On va regarder tous les joueurs qui ont au moins un soldat ou un château devant chacun de leurs chevaliers, et tous ceux qui ont ces conditions-là, donc là par exemple c'est bon, chacun de mes personnages a soit un soldat, soit un château devant lui, eh bien je vais recevoir tout simplement un privilège du roi que je pourrai disposer sur ma zone de lignage. Enfin, chaque joueur va pouvoir récupérer ses chevaliers sur le plateau central. On va remettre en jeu le jeton représentant le soldat royal et le pion représentant l'archevêque en jeu. Donc ils sont retirés des cases où ils étaient en visite. Et on va re-remplir le plateau central avec des sabliers pris de la réserve, de façon à reconstituer le plateau tel qu'il était au début de la partie. Il ne nous reste alors plus qu'à avancer le marqueur de tour d'une case, et le joueur qui a le marqueur de premier joueur devant lui entame une nouvelle manche.